Bonjour Dominique Vidal. Bonjour Pablo. Bonjour Bertrand Badi. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors Bertrand, vous êtes professeur émérite à Sciences Po Paris, expert en matière de relations internationales et vous venez de publier aux éditions du CNRS Intersocialité, le monde n'est plus géopolitique. Alors on va y revenir, mais je voulais aussi présenter Dominique. Alors Dominique, vous êtes journaliste et historien et tous les deux, comme tous les ans, vous avez dirigé un ouvrage collectif publié au début de l'année scolaire, L'état du monde aux éditions La Découverte. Alors pour cet opus, vous avez choisi de mettre la focale sur le Moyen-Orient, dont vous faites le creuset de tous les soubresauts internationaux depuis plus d'un siècle. Pour autant, c'est assez étrange parce que Bertrand, vous commencez le livre, vous commencez votre introduction en affirmant justement presque l'inverse, puisque vous écrivez que la pandémie du Covid a touché le Moyen-Orient de manière globalement moins brutale qu'ailleurs. Alors, à la veille d'un reconfinement en France, c'est quoi leur secret? C'est quoi le secret du Moyen-Orient? Il y a des explications à cela? Ou vous êtes un peu revenu sur votre affirmation qui a été écrite, à mon avis, il y a plusieurs mois? Oui, ça a été écrit il y a plusieurs mois, c'est vrai. Le phénomène est peut-être un peu moins net aujourd'hui, mais il conduit encore à réfléchir. C'est-à-dire que euh, le grand étonnement qu'on puisse avoir face à la crise du coronavirus, c'est qu'elle frappe fort d'abord les puissances classiques de ce monde. Ce sont les plus puissants qui sont les plus frappés. Si vous prenez les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, par exemple, pour avoir un repère en matière de puissance, vous vous apercevez qu'ils ont été plus sévèrement atteints que les pays du Sud. Alors, on a tenté d'expliquer la chose de différentes façons, par la mondialisation et la centralité du positionnement dans la mondialisation, par la structure démographique de ces pays, le fait qu'au sud, il y ait plus de jeunes qu'au nord, par l'urbanisation. Il y a quantité, effectivement, de facteurs qui peuvent concourir à expliquer tout cela, mais je retiens quand même de cette crise coronavirale qu'elle a sensiblement modifié l'échelle des vulnérabilités et que, plus que jamais, la puissance apparaît comme impuissante. Et c'est une leçon à méditer sans se précipiter sur une explication trop facile, ni sans espérer, et pardon de vous décevoir, dévoiler un secret qui serait propre à ces pays et qui les tiendrait un peu plus à l'écart que nous du drame particulièrement brutal que nous vivons en ce moment. Dominique, tu veux ajouter quelque chose? Je voulais dire simplement d'une phrase que même au Moyen-Orient, il faut avoir une appréciation nuancée. D'abord parce que la Covid a malheureusement rattrapé les pays du Moyen-Orient dans la dernière période, qui étaient peu touchés jusque-là, mais avec des différences énormes, parce que l'Iran a été terriblement frappé. Israël et les territoires palestiniens qui ne l'étaient pas le sont maintenant fortement, et la Turquie aussi, qui semblait à l'écart. Donc on est dans une évolution difficile à suivre, d'autant que je ne suis pas sûr de la validité des statistiques. Quand je pense aux pays du Golfe, je crains qu'on ne regarde pas de près comment les immigrés esclaves des pays du Golfe ont été ou non touchés par la Covid. J'ai l'impression qu'on a surtout regardé la population autochtone, pas les esclaves qui y travaillent. Avant de retourner parler du Moyen-Orient, juste une autre question sur le Covid, notamment avec, parce que je vous ai sous la main, hein, tous les deux, vous êtes quand même experts en relations internationales et en matière de gouvernance internationale, le Covid, ça a quand même été une grande catastrophe, sauf erreur de ma part, les institutions qui auraient pu prendre le taureau par les cornes et organiser quelque chose au niveau mondial se sont complètement effacées. Et Bertrand, vous disiez que les puissances étaient devenues des impuissances. Mais moi, ce que je trouve le plus étonnant, c'est qu'on a uniquement raisonné au niveau de ces puissances nationales et jamais au niveau international. Donc, est-ce que c'est ça aussi que vous appelez dans votre livre, Bertrand, la fin du monde géopolitique, l'effacement en fait de ces puissances et et des organisations qu'avaient architecturé ces dites puissances?
Alors même que il y a des événements, des émotions qui pour le coup, eux, sont mondiaux. Alors, la crise du Covid-19 a révélé à l'ensemble de l'humanité que les menaces les plus importantes, les plus graves, les plus létales n'étaient plus de nature géopolitique ou géostratégique, mais de nature globale. On aurait dû s'en rendre compte bien avant, parce que ça fait de très longues années que l'insécurité alimentaire, qui est typique d'une menace globale, tue à peu près 9 millions d'humains chaque année. Ça fait bien longtemps que le dérèglement climatique et d'une façon générale les insécurités environnementales tuent, d'après les experts, autour de 8 millions de personnes chaque année. On sait par exemple que la seule ville de Shanghai perd 120 de ses citoyens par jour du fait de la pression environnementale. Et quant à l'insécurité sanitaire, elle est connue depuis bien longtemps, dans la mesure où, dans l'indifférence la plus totale propre à l'égoïsme des pays du Nord, le paludisme tue chaque année en Afrique quelques 450 000 personnes. Donc, c'est infiniment plus que les conflits militaires traditionnels. Et aujourd'hui, alors qu'on raisonne en matière de stabilité internationale en référence aux paramètres des chars russes, on ne voit pas que le virus est autrement plus dangereux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne savons pas passer d'une culture de la sécurité nationale à une culture de la sécurité globale. Et c'est pourtant ce qu'il faudrait faire. Et non seulement on ne sait pas le faire, mais on part en sens inverse. C'est-à-dire que face à ce péril global, la réaction aurait dû être celle que vous désignez, c'est-à-dire un effort de gouvernance globale, mais au contraire, la réaction d'à peu près tous les gouvernements du monde, y compris du nôtre, a été de nationaliser une menace globale, ce qui est absurde et qui ne peut aboutir à aucun résultat positif. Alors on a eu tout un tas de guerres classiques autour de cette menace globale. On a eu la guerre des masques, la guerre des tests, la guerre des vaccins, la guerre des statistiques, et on pourrait ainsi continuer. Il faut apprendre, et c'est notre génération qui en a la responsabilité, à voir la menace indépendamment de l'ennemi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une menace sans ennemi. Il peut y avoir une menace sans stratège. Le virus n'est ni un ennemi, ni un stratège, ni un être malveillant. C'est tout simplement un effet de système. Et face à l'effet de système, il y a une seule solution, qui est effectivement de promouvoir une gouvernance globale. On a très bien su le faire dans quantité de domaines où on considérait qu'on n'avait pas le choix, comme par exemple dans le domaine de l'aviation civile. Si vous avez remarqué, les avions décollent et atterrissent par milliers, en tous les cas avant la crise que nous vivons actuellement, parce qu'on savait que s'il n'y avait pas des normes communes à tout le monde, c'est-à-dire autant à M. Kim Jong-un qu'à M. Trump, eh bien, les avions ne pourraient plus voler. Et si les avions ne volent plus, les économies s'effondrent. Ah, ça, c'est très grave que les économies s'effondrent. Que des gens meurent, c'est un peu moins grave. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette crise que nous vivons, c'est qu'il y a 7,5 milliards d'individus, ou presque, qui vivent dans leur chair la peur de mourir. Et ça, c'est quelque chose d'inédit. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité depuis Adam et Ève que tous les humains ressentent intimement la même peur. Alors, ça devrait déclencher une marche vers la gouvernance globale. C'est ce que j'avais, avec les succès qui me caractérisent, pronostiqué au début de la crise du Covid-19. Ça ne s'est pas produit parce que l'entêtement, je dirais, stratégique, nationaliste et clausewitzien, pour employer les gros mots, est tel que nous ne voyons pas se déboucher. Il faut comprendre quelque chose de majeur, c'est que aujourd'hui, le social court plus vite que le politique, que les interactions sociales font l'agenda international beaucoup plus que les choix intergouvernementaux qui sont, comme
tétanisé, ce qui veut dire que nous sommes dans un monde d'intersocialité. C'est très gentil d'avoir cité mon dernier livre. Pour moi, intersocialité, c'est ça, c'est-à-dire d'écrire un monde dont l'agenda international est structuré par les interactions sociales. Ça va des échanges tels ceux qui ont contribué à propager le virus, mais ça inclut aussi toute autre forme de mobilisation sociale. Regardez l'année 2019, regardez ce qui s'est passé en Amérique latine, regardez ce qui s'est passé au Moyen-Orient, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire la société est en état d'ébullition et le politique regarde parce qu'il se gratte la tête ne sachant pas quoi faire. C'est ça les nouvelles relations internationales. Dominique, tu vas ajouter quelque chose? Une phrase, mais qui me paraît importante. Je suis d'accord avec ce que Bertrand a dit. Vous aurez pu voir son oratoire et la chance qu'ont eu les étudiants de Sciences Po de l'écouter comme ça pendant plusieurs décennies. Juste pour dire qu'il ne faut pas se tromper d'accusé. Parce que la mode a été, pendant de longues semaines, notamment à droite et à l'extrême droite, et chez les complotistes, de mettre en accusation l'Organisation mondiale de la santé. C'est exactement la même chose que quand on met en accusation l'Organisation des Nations Unies, en oubliant que ce qui bloque complètement, ce qui paralyse l'Organisation des Nations Unies, c'est les grandes puissances et leur droit de veto. Et de la même manière, l'OMS a certainement fait des erreurs, je n'en doute pas, je ne suis pas un expert, mais je vois bien qu'on pointe le doigt vers l'OMS et ceux qui pointent le doigt sont les responsables de faillite dans la politique sanitaire. Si on s'intéressait un tout petit peu plus, si Olivier Véran et M. Salomon s'intéressaient un tout petit peu plus à ce qui s'est passé en Asie, ils s'apercevraient que plusieurs grands pays d'Asie, je pense à la Corée du Sud, ont mené une politique sanitaire telle qu'ils ont, pour l'essentiel, refoulé et vaincu la Covid. Comment? Premièrement, en testant massivement. Deuxièmement, en confinant non pas tout le monde, mais les malades. Et troisièmement, tout bêtement, en protégeant avec des masques tous ceux qui étaient sains. Résultat, il y a infiniment moins de morts en Corée du Sud, et on pourrait prendre d'autres exemples, d'ailleurs, y compris en dehors de l'Asie. Donc, il ne faut pas se tromper. Ce qui est en cause, c'est le refus d'un certain nombre de grandes puissances, je ne dis pas toutes, visiblement Mme Merkel a eu une autre position, mais d'un grand nombre de puissances importantes, de coordonner leurs efforts. Il y a eu une bataille pour essayer de se sauver chacun dans son coin, qui a donné les catastrophes qu'on sait. Je rappelle quand même que le président américain qui se représente dans quelques jours à l'élection est responsable, par sa politique, de la mort de 230 000 Américains. Ok, bon, on met un peu de côté le Covid. Dans mon avis, on va beaucoup parler à nouveau ces prochaines semaines avec le confinement vers lequel on va. Et on va parler du Moyen-Orient. Alors, à la lecture de votre ouvrage là, de l'état du monde 2021, on a l'impression que, hélas, ce qui particularise l'espace du Moyen-Orient, c'est son rapport au conflit. J'ai l'impression qu'il y a peu de périmètres dans le monde quand même qui en concentrent autant, qui en ont concentré autant le siècle qui vient de se passer, à la fois la tragédie palestinienne qui dure depuis maintenant plus de 60 ans, les guerres syriennes, l'Irak, l'Afghanistan, le Yémen, et avec la particularité que ces conflits prennent très rapidement des dimensions internationales. Et donc, du coup, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'elles prennent ces dimensions internationales? Est-ce que c'est à cause de l'histoire des empires coloniaux? Est-ce que c'est à cause de l'unité du monde arabe et de sa diaspora qui internationalise immédiatement tout ce qui s'y passe? Je voudrais, Pablo, si tu me donnes la parole, dire que le Moyen-Orient, dont nous ne le traitons pas comme une région, mais dans ses rapports avec le monde. Et c'est ça qui fait l'intérêt de cet état du monde 2021, que je conseille vraiment à tous ceux qui s'intéressent à la politique internationale et au Moyen-Orient de lire, parce qu'il est une forme de traduction régionale des thèses qui sont celles de Bertrand, et pas d'aujourd'hui. Ça fait très longtemps que Bertrand nous dit « la puissance est impuissante et les peu puissants deviennent puissants ». Et c'est ça, moi, qui me frappe. Ce n'est pas seulement les conflits. C'est une espèce de chaos
qui reflètent ce que je viens de dire. Au fond, pour aller vite, on a comme une sorte d'opération de vase communicant. D'un côté, on a un retrait américain après la faillite connue par les guerres en Afghanistan et en Irak. Retrait, d'ailleurs, je le signale, que Trump poursuit après Obama. Il n'y a pas grande différence de ce point de vue entre les deux. Du coup, comme la nature et le Moyen-Orient ont horreur du vide, comme on sait, eh bien, d'autres acteurs s'affirment, remplissent le vide créé par le retrait américain. Et d'abord, je dirais, les grandes puissances régionales qui sont soucieuses de conquérir ou de consolider, selon le cas, une hégémonie relative au Proche et Moyen-Orient. Je pense à Israël, à la Turquie, à l'Iran et peut-être d'une certaine manière aussi à l'Arabie saoudite. Mais ce faisant, quand on prend la politique des dirigeants arabes, peut-être on y reviendra à propos du processus de normalisation avec Israël, qui est très important en ce moment, quel est leur autre objectif? Pas seulement de consolider leur hégémonie dans la région, mais c'est aussi de contenir la contestation populaire qui est devenue, avec la révolution arabe depuis le début de la dernière décennie, un des acteurs essentiels dans la région. Et Bertrand a raison d'attirer l'attention sur le fait que ce n'est pas propre au Proche et au Moyen-Orient. Pensez aux indignés, pensez à Occupy Wall Street, pensez aux Gilets jaunes, pensez à Black Lives Matter. On est devant un phénomène qui est absolument, je dirais, sans précédent dans l'histoire du Moyen-Orient contemporain. Il y a eu la première vague, hein, on s'en souvient, elle a été endiguée par la répression de Bachar, des Saouds, sauf en Tunisie, et pourtant la contestation a repris de plus belle, y compris dans des pays qui étaient peu touchés jusque-là. Je pense à l'Algérie, qui était traumatisée par la décennie noire des années 90, je pense au Soudan, à l'Irak, à l'Iran, et surtout au Liban. Et je voudrais insister sur le Liban parce que la remise en cause du système confessionnel, qui était la volonté de la gauche libanaise depuis très très longtemps, elle est devenue une remise en cause de masse. C'est-à-dire ce système que la France a imposé lors de son mandat, aujourd'hui il est contesté dans toutes les communautés, y compris parmi les chiites. Et je conclus là-dessus en disant que c'est très dommage qu'Emmanuel Macron ait préféré, et visiblement continue à préférer, dialoguer avec les anciennes élites corrompues plutôt que d'essayer de comprendre ce que veulent les forces nouvelles qui représentent le mouvement lancé il y a un an au Liban. Et je dirais, pour être gentil, parce que la formule pourrait être plus méchante, que Saad Hariri, qui prend les rênes, semble-t-il, du gouvernement libanais, n'est pas vraiment un perdreau de l'année. Tout à fait vrai. Bertrand? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Dominique. Je le rejoins sur tous les plans. Je voudrais ajouter deux choses qui font écho à la question que vous posiez. La première, sans vouloir tomber dans les facilités géographiques, vous savez que ce n'est pas mon genre, vu le sous-titre de mon dernier livre, le Moyen-Orient occupe dans le monde une place bien particulière, dans la mesure où c'est la seule partie non occidentale du monde qui touche directement le monde occidental. C'est-à-dire l'Europe d'abord, puis l'Europe élargie à la sphère occidentale, a dominé le système international pendant des siècles et jusqu'à il y a très peu de temps, et elle n'avait qu'un seul voisin direct qui était le Moyen-Orient. Et du coup, celui-ci a toujours été un tropisme pour les jeux de puissance des Européens dans un premier temps et ensuite des États-Unis dans un second temps. À quoi s'ajoutaient deux autres éléments, cette espèce de nœud culturel et historique que représente le Moyen-Orient avec la concurrence des religions abrahamiques et bien sûr sur le plan économique, la richesse qui lui est propre. Donc, effectivement, le Moyen-Orient s'est toujours placé presque naturellement, et depuis la lente agonie de l'Empire ottoman, au centre, non seulement des relations internationales, mais des politiques étrangères émises par les puissances européennes. Il faut bien comprendre ça, et ça va des croisades
jusqu'à août 2020, lorsqu'Emmanuel Macron a voulu régler à sa manière le conflit libanais. Je voudrais ajouter une deuxième chose, c'est que vous dites que c'est un pays de guerre et que ces guerres s'internationalisent. C'est vrai, mais à condition de bien rappeler que les guerres au Moyen-Orient ont profondément muté ces 50 dernières années. Le Moyen-Orient, jusqu'à la guerre de 1973, guerre du Kippour ou guerre du Ramadan, était caractérisé essentiellement par l'effet des guerres interétatiques. 56, 67, 73, c'était des guerres interétatiques. Depuis quelque temps, et certainement depuis la chute du mur, il y a un lien entre ce phénomène et la transformation des conflits au Moyen-Orient. Ceux-ci sont passés au niveau des conflits intra-étatiques. C'est-à-dire que ce n'est plus une concurrence entre États, ni entre États de la région d'ailleurs, ni entre États de la région et États prétendant à la puissance mondiale. Du coup, ce ne sont plus des symptômes de compétition de puissance, mais ce sont des symptômes de faiblesse et de décomposition des sociétés moyen-orientales. Si vous prenez le conflit syrien, si vous prenez le conflit yéménite, si vous prenez le conflit afghan, si vous prenez le proto-conflit irakien, et on pourrait continuer d'ailleurs, vous vous apercevez qu'à chaque fois, ce sont des conflits liés à la décomposition des nations, des sociétés, des économies et des institutions. C'est-à-dire un effet de faiblesse davantage qu'un effet de puissance. Ce qui n'empêche nullement, bien au contraire, les puissances de tenter d'en profiter. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que autrefois, les vieilles puissances étaient très à l'aise dans la gestion des conflits. Et si vous prenez le dernier des conflits classiques, celui de 1973, il était co-géré par Brejnev et Nixon. Et quand ça tournait très mal, eh bien, Nixon a décrété l'alerte atomique, l'alerte 5, qui, à la fin d'octobre 1973, a semblé faire planer une menace atomique, la dernière d'ailleurs, sur l'ensemble de la planète. Maintenant, que peuvent faire les puissances face à ces nouveaux conflits? L'Irak, l'Afghanistan, on pourrait ajouter la Somalie, parce que c'est un peu la région aussi, ça a été la déconfiture de la puissance américaine. Le conflit syrien a attiré la Russie, c'est vrai, ça paraît une exception à la tendance que je décrivais, mais ça a placé la Russie en situation d'infériorité, c'est-à-dire elle n'a pu entrer en Syrie que parce que M. Bachar el-Assad l'a supplié, et elle n'a pu gérer le conflit syrien, si tant est d'ailleurs qu'elle l'ait géré, que dans un triangle qui associe étroitement l'Iran et la Turquie, qui ne sont pas forcément ses amis ni ses alliés. Donc c'est une configuration très spéciale. Aujourd'hui, au contraire, les États-Unis ne peuvent plus mettre un orteil dans tous ces conflits et n'ont qu'une idée, c'est de s'en aller. S'en aller parce qu'ils savent très bien que leur leadership militaire ne fonctionne plus, mais s'en aller parce qu'ils savent que s'ils s'entêtent, ils peuvent effectivement le payer très cher. Ça, c'est une transformation énorme de la situation. Alors, je me souviens d'un ambassadeur iranien à Paris au début des années 2000 qui me disait nous, on est prêts, vous voyez quand même le cynisme du propos, on est prêts à aider les Américains à sortir du boulier irakien. On est prêt à leur tendre la main. Mais s'ils ne veulent pas prendre notre main, on tire le tapis et on les fait tomber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les puissances régionales, l'Iran, la Turquie, peut-être l'Arabie saoudite, ont plus d'atouts dans leur jeu que la superpuissance nucléaire qui couvre à peu près 36% des dépenses militaires du monde. Ça, c'est une modification extrêmement profonde du jeu international et qui montre que décidément les vieux schémas de la géopolitique ne fonctionnent plus. Il suffit plus d'arriver avec ces chars d'Inky Toys pour pouvoir modifier l'ordre conflictuel. L'ordre conflictuel est maintenant lié
à l'évolution des sociétés et c'est dans ces dynamiques sociales et ces intersocialités que s'inscrit l'avenir de ces conflits. Alors, leur internationalisation est à l'envers. Est à l'envers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les puissances doivent de plus en plus accepter la contrainte d'un jeu conflictuel, alors qu'autrefois, ils manipulaient ces jeux à leur guise et en faisaient l'instrument de leur hégémonie. Je vais donner la parole juste Dominique, mais juste si tu peux, enfin tu vas ajouter ce que tu veux, mais si tu peux aussi répondre à cette question, c'est comment, enfin est-ce qu'il y a une possibilité pour tous ces, toutes ces intersocialités, tous ces mouvements sociaux, de s'organiser en fait et de se structurer en fait, ou est-ce que c'est voué à, parce que Bertrand, quand on vous écoute, parfois on a un peu l'impression que la faiblesse des puissances ne va aboutir qu'à du chaos, en fait. Mais est-ce que la faiblesse versus les intersocialités, et est-ce que ces intersocialités pourraient se structurer pour précisément ne pas arriver sur du chaos, mais arriver sur des choses intéressantes? Ce que je voudrais dire, Pablo, je ne vais pas répondre à cette question parce que ce serait absurde. Bertrand y a consacré un livre que j'ai trouvé absolument passionnant et qui répond effectivement à une vision qui serait une vision pessimiste d'une situation où l'humanité irait à sa perte dans une espèce de chaos généralisé. Ce que je voudrais dire, c'est à propos du retrait américain dont parlait Bertrand, dire que ce n'est pas seulement un retrait militaire, c'est aussi une modification jusque dans les rapports entre les États-Unis et leurs alliés les plus étroits, les plus proches. Et je prends l'exemple du couple israélo-américain, qui est évidemment un couple essentiel et pas depuis peu de temps, ça fait très longtemps que ça dure. On a comme cette espèce, peut-être nos amis qui nous écoutent connaissent ça, de dialectique du maître et de l'esclave que Hegel avait développé. C'est-à-dire, le maître est évidemment le maître, mais comme il a besoin de l'esclave, à partir d'un certain moment, c'est l'esclave qui devient aussi le maître. Quand on prend les États-Unis, ils sont l'allié stratégique d'Israël depuis la condamnation par De Gaulle de la guerre des 6 jours, de la guerre préventive. Washington a toujours répondu présent, il faut s'en souvenir quand même, hein, c'est une aide militaire absolument illimitée en quantité, en qualité, une aide financière considérable, 150 milliards de dollars depuis le début de l'Alliance, et une aide diplomatique quasi inconditionnelle, c'est-à-dire que chaque fois qu'Israël est mis en cause gravement, il y a le veto américain au Conseil de sécurité. Ça n'empêche pas, dans l'histoire récente, les Américains de faire parfois pression sur Israël. Dans les années 90, ils ont imposé la conférence de Madrid, puis ils ont poussé vers ce qu'on a appelé, bizarrement, le processus de paix. C'était plutôt un processus de colonisation. Mais avec Sharon, et encore plus avec Netanyahou, quelque chose a changé, c'est qu'Israël a voulu imposer sa stratégie aux États-Unis, voire combattre celle des États-Unis quand un désaccord apparaissait. C'est toute l'histoire de la manière dont Netanyahou a saboté la politique d'Obama. Avec Trump, on va jusqu'au bout. C'est-à-dire que, à mon avis, le rapport de force s'est inversé. C'est Israël qui donne le là dans l'alliance avec les États-Unis, y compris contre les positions traditionnelles de la diplomatie américaine. Quand on fait le bilan, c'est la reconnaissance de Jérusalem comme capitale du seul Israël, c'est l'acceptation de l'annexion du Golan, et c'est, avec le deal du siècle, l'annexion possible pour Israël, en fait, en réalité, de la moitié de la Cisjordanie. Et il n'y a pas que ça, parce que sur l'Iran, on a bien vu que Netanyahou était aux commandes. Il a arraché à Trump le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien, puis les sanctions renforcées, et maintenant l'arrêt de toute négociation secrète. Je dis ça parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement les dimensions militaires qui comptent dans le retrait américain, c'est aussi des rapports de force qui font que Washington doit faire avec les volontés politiques de leurs alliés. Et d'une certaine manière, on pourrait, à un moindre niveau, faire la même analyse des rapports de force entre Washington et Riyad. C'est-à-dire que les Saoudiens ont des moyens de se faire entendre. D'ailleurs, ils pèsent de tout leur poids dans la campagne électorale pour que Trump soit réélu.
Oui, je voudrais juste, puisque c'était la question que vous posiez, vous dire Absolument. que, à mon sens, il n'y a pas de chaos d'abord. Le mot chaos, c'est, pardon Pablo, c'est le cri de détresse des Occidentaux qui voient leur schéma s'effondrer et qui voient un monde qui ne ressemble pas du tout au préformatage qui correspond à leur culture. Alors quand on ne comprend pas une situation, on dit qu'elle est chaotique. Mais si on s'efforce de la comprendre, elle paraît beaucoup plus ordonnée et beaucoup plus normale, naturelle, peut-être même banale qu'on pourrait l'imaginer. Après tout, que des sociétés se révoltent ou pire que ça, qu'elles se décomposent, qu'elles se défacent parce qu'il n'y a pas de lien social, parce qu'il n'y a pas d'institution, parce qu'il n'y a pas de consensus, parce qu'il n'y a pas de respect mutuel. Tout ça, c'est normal. Notre grand sociologue Émile Durkheim avait dit ça de manière très, très posée lorsqu'il parlait d'anomie. Et lui, il ne s'intéressait pas aux relations internationales, mais on a le droit d'utiliser sa grammaire et de dire, bah oui, il y a une situation de décomposition. La décomposition, ce n'est pas le chaos, c'est un phénomène tout à fait naturel. Tant que l'on ne verra pas la réalité en face, évidemment, on ne pourra pas arrêter la décomposition, donc on ne pourra pas arrêter la violence et la conflictualité qui en dérivent. Et ben voilà, c'est assez extraordinaire. Par exemple, pour déborder un peu sur l'ouest du Moyen-Orient, le Sahel est dans une situation de décomposition sociale avancée. La désertification gagne 10 cm par heure. Vous vous rendez compte, le temps de notre échange, il y a déjà 10 cm de plus. Les éleveurs n'ont plus de quoi faire paître leurs troupeaux. Ils vont chez les cultivateurs qui, du coup, n'ont plus de terre. En même temps, les pêcheurs remontent du golfe de Guinée parce qu'ils ne peuvent plus pêcher et ils prennent la terre qui est déjà occupée par des cultivateurs qui n'en ont plus et par des éleveurs qui en recherchent. Et tout ceci, c'est banalement de la conflictualité. Non, on veut considérer que le conflit du Sahel dérive du Coran, de l'islamisme, du djihadisme, de stratèges malveillants, ce qui est en partie vrai d'ailleurs, c'est en partie vrai, parce qu'il y a des entrepreneurs de violence, appelons-les comme ça, qui profitent de cette situation qui est une aubaine. Quand vous avez une situation de décomposition sociale totale et que vous arrivez dans un village en disant ben nous, contre votre fidélité, on va vous proposer un certain nombre de choses que votre gouvernement n'est pas capable de vous offrir, eh bien évidemment, ils connaissent un certain succès. Et tout ceci les conduit à entretenir un conflit qui les sert. Bon, mais les fondements même de ce conflit, essayons de faire l'effort de comprendre que ces fondements, ils sont humains, ils sont sociaux. Il serait temps de regarder dans cette direction. Mais vous savez, tout à l'heure, je vous disais que le paludisme tuait des centaines de milliers d'humains en Afrique dans l'indifférence générale. Bon, les effets du changement climatique en Afrique, les effets de détérioration de la situation foncière, qui s'en préoccupe? Qui s'en préoccupe dans les chancelleries aujourd'hui? Alors, on préfère effectivement faire défiler des missiles et des chars. Ben, voilà le résultat. C'est-à-dire qu'il y a une complète dissonance, une complète, tiens, il y a un séparatisme, disons, pour employer les termes à la mode, entre la vision que l'on a des relations internationales qui découlent, qui débouchent sur les politiques étrangères que l'on produit ou les politiques militaires que l'on produit et la réalité sociale et humaine dont tout le monde se moque, y compris les gouvernements locaux d'ailleurs, par la même occasion. Je ne veux pas me faire l'avocat de Pablo, mais quand même, Bertrand, l'analyse, je la partage. Mais quand quelqu'un comme Pablo, c'est-à-dire dans la jeune génération, voit la guerre civile syrienne, 500 000 morts, voit la guerre civile yéménite, voit la guerre civile libyenne, voit la guerre qui continue de fait en Irak, on ne peut pas dire que ce soit un long fleuve tranquille. Donc le mot de chaos n'est pas un mot adapté. Pas dit ça. Non, mais je n'ai pas dit ça. Mais non, je sais bien. Il faut accepter que pour les jeunes générations, ce monde apparaisse chaotique, même si l'analyse n'est pas juste. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'épouvantable dans cette multiplication, ce foisonnement, ce pullulement de guerre, de répression sauvage, dont en plus, effectivement, à Paris, on n'a que faire. Parce qu'on parle beaucoup de l'islam et de l'islamophobie et des islamistes et des islamo-gauchistes à Paris, mais on continue de vendre des armes en paquets
à notre ami Sisi, qui a sur la conscience beaucoup de morts, musulmans et islamistes d'ailleurs, ou à la Turquie, parce qu'on a quand même des rapports extrêmement ambigus. On s'engueule, on s'insulte, mais on fait du commerce aussi, et ainsi de suite. C'est-à-dire, je trouve… Ou à l'Arabie Saoudite, qui est islamiste. L'Arabie Saoudite, on n'en parle même pas. Là, on est dans une espèce de foire aux armements. Et d'ailleurs, personnellement, je me demande toujours si nous avons un ministre des Affaires étrangères. On a l'impression qu'il est resté le VRP des ventes d'armes françaises, dont il faut reconnaître qu'il a réussi à en tripler le montant en quelques années. Alors, mais justement, j'aimerais bien qu'on parle de ça, puisque effectivement, donc c'est l'actualité, c'est à la mode, comme tu dis, Dominique. La question de l'islam, auquel vous consacrez un chapitre dans l'État du monde, hein, la question de l'islam en France par le prisme des conflits au Proche-Orient, écrit par Franck Fergosi. En ce moment, donc, on en parle beaucoup de ces allers-retours entre des jeunes Français musulmans qui partiraient en Syrie, qui reviendraient et qui seraient des djihadistes, etc. J'ai lu, là il y a la question des caricatures en ce moment, avec Erdogan qui a un peu pris le leadership en fait sur la question musulmane en Europe de l'Ouest et en France plus particulièrement en se positionnant frontalement contre Macron sur la question des caricatures de Mahomet. Ma première question, c'est est-ce que vous pensez que Erdogan, en tant que dirigeant de la Turquie, est-ce qu'il a la possibilité d'assumer ce leadership sur les musulmans occidentaux, ou est-ce que c'est juste de l'esbrouf qui est destiné pour sa politique intérieure? Je crois qu'effectivement, vous avez bien posé le problème, et je m'y retrouve tout à fait. C'est-à-dire, il y a une concurrence ouverte pour le leadership, non plus tant du monde arabe, parce que la question ne se pose plus véritablement, alors qu'elle s'est posée dans les décennies précédentes. C'est-à-dire que maintenant, le monde arabe a été tellement secoué par les différents printemps et toutes les guerres qu'on a énumérées qu'il est difficile de trouver une figure équivalente de celle d'un Gamal Abdel Nasser, par exemple, pour assurer le leadership du monde arabe. Donc la question qui se pose, c'est le leadership dans le monde musulman, parce que là, il y a, je dirais, à la périphérie du monde arabe, toute une série de candidats potentiels au leadership du monde musulman. Et notamment ces deux puissances régionales potentielles que sont l'Iran et la Turquie, qui sont ni l'une ni l'autre arabes. Alors, dans cette compétition, c'est vrai que M. Erdogan occupe une place relativement confortable parce que l'Iran ne peut pas aligner un leader. D'abord, on ne peut pas vraiment parler d'une personnalisation du leadership iranien. L'imam Khamenei est âgé, malade, ce n'est pas vraiment une figure charismatique, ce n'est pas véritablement un acteur public, je dirais. Mais surtout, on retrouve dans cette personnalité extrêmement brutale et populiste en même temps d'Erdogan, un itinéraire quand même assez curieux. Vous savez que depuis un certain temps, on l'appelle le nouveau sultan, c'est-à-dire, à juste titre, on dit qu'il reprend la tradition sultanique propre au monde ottoman de par son autoritarisme et la personnalisation du pouvoir. Maintenant, il est en train de passer un autre cap, c'est-à-dire ce n'est plus au sultanat qu'il prétend, c'est au califat. C'est-à-dire, nous, mais oui, rappelez-vous que le sultan ottoman était aussi le calife. Et c'était en son nom que tous les musulmans disaient la prière. Et c'est quelque chose de tout à fait remarquable parce qu'on sent une ambition à fédérer les musulmans, à se présenter comme défenseurs de l'ensemble des musulmans, 1,3 milliard d'humains. Et c'est une stratégie politique qui est finalement assez prometteuse pour lui. Car s'il réussit à apparaître dans le monde musulman comme le défenseur de celui-ci, non seulement il a une petite chance de récupérer un électorat qui, chez lui, commence à lui filer entre les doigts et qui est, disons, d'orientation religieuse traditionnelle, mais il peut gagner des sympathies hors de la Turquie et en apparaissant ainsi comme le calife suprême, redorer son blason à l'intérieur de la Turquie auprès de son propre électorat. Donc c'est une opération politique finalement assez logique.
mais qui surfe aussi, il faut bien le dire, ayant le courage de le dire, sur une aubaine. Sur une aubaine parce qu'il faut comprendre ce que nous, en Occident, nous avons du mal à comprendre. Que ceux qui ne sont pas comme nous ont aussi une sensibilité, et une sensibilité qui peut sincèrement les amener à être choqués. Et effectivement, quand on voit une caricature du prophète où il montre son postérieur et ses testicules et que on crie derrière une nouvelle étoile est née, ça choque profondément des gens qui ne sont pas des assassins potentiels, qui ne sont pas forcément tous des fanatiques, qui sont choqués et qui entendent dans le discours très démagogique, très populiste, très provocateur et injurieux d'Erdogan l'écho de leur émotion. Et donc, ça alimente la stratégie de ce monsieur. Et on ne comprend pas suffisamment cela parce que pour nous, nous sommes dans une culture supérieure aux autres. C'est la vieille idée de Jules Ferry, des races supérieures. Nous avons inventé la laïcité qui est au-dessus de toute autre culture. Nous sommes meilleurs, eux sont moins bons. Ben oui, mais les gens qui sont moins bons, ils peuvent être aussi sincères. Même si ils se trompent, ils peuvent se tromper sincèrement. Et dans ce temps d'intersocialité, eh bien, ça crée des dynamiques sociales qui, elles aussi, courent plus vite que le politique. Parce que si vous regardez ce début de campagne de boycott, vous verrez que même si M. Erdogan, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, suit et même précède ses campagnes, mais en Jordanie, mais au Qatar, mais au Koweït, les gouvernements qui sont assez proches du gouvernement français sont navrés de ces dynamiques sociales qui échappent totalement à leur contrôle. Donc, il faut apprendre à faire de la diplomatie moderne qui intègre ce paramètre. Il n'y a pas que le diplomate et le soldat qui fait les relations internationales et l'agenda international. Il y a aussi, dans un monde de communication où tout le monde voit tout le monde, où une caricature qui est publiée à Paris un jour est le soir même vue et connue de tous partout dans le monde, y compris des plus pauvres et des plus éloignés, ben c'est ça aussi les nouvelles relations internationales. Dominique, oui, vas-y, pour finir peut-être, parce qu'après ça va être long, mais juste, j'aimerais te soumettre une phrase, en fait, parce que moi je suis un peu étonné, même quand je vous entends, Bertrand, cette focale, en fait, qui est mise sur la France. Et je lisais hier dans Le Monde, il y avait donc le correspondant au Moyen-Orient, donc c'est son titre officiel donc, du Monde, Benjamin Barthes, qui écrivait que la grande majorité des habitants du Moyen-Orient ne comprend pas pourquoi la France a érigé la question des caricatures de Mahomet en totem. Mais moi, en fait, ma question, c'est peut-être être la dernière, mais la grande majorité des habitants du Moyen-Orient, est-ce qu'elles s'intéressent vraiment à ce qui se passe en France? Est-ce que c'est une réalité que ces appels au boycott comment on dit, distilleraient comme une traînée de poudre? Bien sûr, Pablo. Moi, ça fait 40 ans que je vais dans cette région, notamment en Israël et en Palestine. Pendant très longtemps, dès qu'on disait qu'on était français, on nous disait « Ah, De Gaulle ». Pas dans des universités, parmi des paysans, chez des ouvriers, parmi des jeunes pas très cultivés, mais ils connaissaient De Gaulle. Ensuite, il y a eu le discours de Chirac à Jérusalem. « Do you want me to take my plane back to Paris ?» Ça, tout le monde s'en est souvenu. Et on a dit la France Chirac, docteur Chirac, comme disait Arafat. Aujourd'hui, cette affaire, relayée par Emmanuel Macron, parce que le problème, ce n'est pas seulement les caricatures, parce qu'on peut tout à fait considérer que ces caricatures, bon, elles sont éventuellement de mauvais goût, c'est mon avis, mais c'est la liberté d'expression. Mais le président de la République n'est pas obligé, dans une cérémonie officielle d'hommage à Samuel Paty, de reprendre le mot caricature. Eh bien, ça a créé une vague de fond qui va coûter très cher à l'image de la France. Et je veux le dire, moi je ne suis pas un défenseur d'Erdogan, loin de là. Mais, moi non plus, hein. Non, non. Mais on est mal placé pour dénoncer les manipulations d'Erdogan. Quand Gérald Darmanin, au lieu d'expliquer pourquoi les services français qui étaient informés depuis des semaines des intentions de ce Tchétchène, qui avait exposé tout ça sur les réseaux sociaux, pourquoi cette défaillance? Darmanin ne nous le dit pas. Ou bien Blanquer, au lieu de nous expliquer pourquoi il a laissé les enseignants, depuis des années d'ailleurs,
complètement seul dans cette question très difficile. Comment défendre la liberté d'expression et en même temps lutter contre toute forme de racisme et évidemment d'islamophobie. Eh bien, Darmanin comme Blanquer nous font des discours sur l'islam, l'islamisme, le djihadisme, les terroristes. Moi, ça me fait penser, franchement, à ce qu'a dit Éric Dupond-Moretti à France Inter, et que j'ai trouvé, je ne suis pas souvent d'accord avec lui, mais magnifique. Il a dit « L'exploitation à des fins politiciennes d'un drame comme celui-là, ça me dégoûte », a-t-il dit. Ben moi, personnellement, ça me dégoûte aussi. Et je termine juste, je sais que tu y es attaché, Pablo, je crois, si j'ai bien compris. Il y a deux manières de lire le débat français en ce moment. Il y a cette espèce de cloaque dans lequel on accuse la gauche, les idiots utiles de la gauche d'être solidaires des terroristes et on met même Mélenchon au milieu de tout ça. C'est une manière. Et puis il y a une autre manière, c'est de se dire que l'extrême droite exploite, comme elle a toujours exploité, comme une charognarde, le cadavre de Samuel Paty pour avancer sa stratégie, y compris une stratégie de prise de pouvoir. Et j'ai trouvé, je le dis puisque je suis l'invité aujourd'hui de Regard, j'ai trouvé excellente la déclaration de Clémentine Autain sur ce point. Aujourd'hui, franchement, en France, ça pue. Ça pue l'extrême droite, ça pue l'exploitation, ça pue la charogne, ça pue des gens dont on sait ce que leurs aïeux ont fait. Et dans ma famille, personnellement, on sait très bien ce que leurs aïeux ont fait. Merci à tous les deux. Merci Bertrand, merci Dominique.